Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Almageanu, investisseur franco-roumain, passionné de médias, de nouvelles technologies, de politique. Un peu homme de l'ombre, il a été derrière diverses aventures éditoriales novatrices en Roumanie. On va en discuter et continue de passer par Bucarest environ une fois par mois. Mais c'est depuis Bruxelles, sa base, et également un petit peu Paris, qu'il échafaude ses prochains investissements. Alexandre Almageanu, bonsoir. Bonsoir Laurent. Vous êtes d'accord avec cette petite introduction ? Oui, ça me paraît bien. D'accord. Alors, j'aimerais quand même, avant qu'on parle de vos activités actuelles, si vous le voulez bien, débuter cet entretien par une histoire, la vôtre, celle d'un Roumain exilé très jeune qui a su garder un lien constant avec son pays d'origine. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé quand vous étiez tout petit. Alors, j'étais petit, mais pas si petit que ça, parce que j'avais 10 ans, parce que mes parents ont quitté la Roumanie. Alors, on est parti par morceaux, parce qu'on partait pas facilement de Roumanie à l'époque. C'est mon père qui est parti au premier. À quelle date ? En 80. Et donc, il n'est pas rentré. Et 2 ans après, ma mère et moi, on a été autorisés à lui rendre visite. Dans ce système assez hypocrite où on disait qu'on partait pour rendre visite, mais tout le monde savait que on fermait la maison, on liquidait tout et qu'on ne reviendrait jamais. Et donc en 82, j'ai rejoint avec ma mère mon père, qui était en France. Lui, comment a-t-il pu partir ? Mon père sortait assez souvent de Roumanie. Il avait un poste assez important. Il avait 55 ans en 80, donc il était plutôt jeune. Il travaillait au ministère, dans un ministère, donc il avait un poste relativement important. Je crois que très tard, j'en parlais récemment avec ma mère, très tard après son non-retour, les Roumains ne pensaient pas qu'il ne reviendrait pas. C'est-à-dire, très tard, vous dites... C'est-à-dire qu'au moment où ma mère a signalé au ministère qu'a priori mon père ne reviendrait pas, ils n'y ont pas vraiment cru. Donc ils ont dit non, c'est pas possible, on va le mettre dans nos papiers en vacances pour l'instant. Ma mère a dit non, je pense qu'il ne reviendra pas. C'est ce qu'il m'a dit au téléphone. Et là, vous étiez toujours en Roumanie. Ah, j'étais toujours en Roumanie, très peu de temps après. Alors, ma mère savait avant qu'il ne reviendrait pas. En revanche, il y avait tout ce théâtre de fait d'eau où on fait semblant que chacun de son côté. Et ils n'ont pas vraiment cru que mon père ne reviendrait pas. D'abord parce qu'il n'était pas tout jeune. Et ensuite, je crois qu'ils ont été assez inquiets par les pseudo-secrets qu'il aurait pu emmener, sachant qu'il travaillait pour l'industrie du ciment en Roumanie. Il avait un poste important dans le contexte. Et nous, on nous a laissé partir 2 ans après pour lui rendre visite et ne plus jamais revenir, en tout cas pas jusqu'en 89. Lui, c'était quelque chose qu'il avait en tête depuis longtemps, vous savez ça ? Mon père a eu souvent l'occasion de sortir de Roumanie, dans le cadre du boulot toujours. Surtout en France ou il avait été pas en nécessairement Chine, pas nécessairement, il avait été en Chine, il avait été aux États-Unis dans les années 60. Mon père m'a raconté que les Américains qui avaient quand même leur dossier bien à jour l'avaient pris de côté de la délégatia, et lui avait dit: Monsieur Almageanu, si vous voulez rester ici, voilà, c'est maintenant, vous nous dites, vous ne reviendrez pas dans la délégation, et puis on va s'occuper de tout, on a un boulot pour vous demain, il n'y a aucun souci. Dans les années 60 à New York. Et mon père est revenu. Et ma mère s'est toujours moquée de lui par rapport à ça. C'est pourquoi tu es rentré. Ils n'étaient pas mariés à l'époque. Mais mon père avait eu l'occasion de sortir, oui. Mais je crois qu'au début des années 80, il était arrivé à la limite de ce que lui, humainement, supportait dans les mensonges et dans ce qu'il fallait faire et dire. Mais parce que la Roumanie des années 60, c'était pas celle des années 80. Non, tout à fait. Il y a ça aussi. Une belle différence. Ça a beaucoup changé. Donc voilà, moi je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans, ne parlant pas français. Et j'ai grandi comme un petit Français ensuite, toutes choses égales par ailleurs quand même, avec une histoire derrière. À Paris ? À Paris, en banlieue. Ouais. Ouais. D'accord. Dans des très bonnes conditions. À l'époque, il y a des Roumains qui arrivaient dans des conditions plus compliquées. Je suis arrivé dans de bonnes conditions. La sœur de mon père habitait déjà en France. Donc on a eu de bonnes conditions. On n'a pas souffert, clairement. Et alors,
après vos études, ou alors est-ce que c'était pendant vos études, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que vous avez monté une start-up et ça s'est plutôt bien passé. Hein. Racontez-nous. Alors, oui, aussi loin que je remonte dans ma vie, j'ai toujours été entrepreneur. Donc c'est simple. Même quand vous étiez étudiant, ça a commencé pendant vos années d'études ou ça? Non, ou pendant après les années d'études. D'accord. Donc, pendant les années d'études de mon école de commerce, je m'occupais de la gestion d'entreprise, qui était une vraie entreprise, en fait, dans son fonctionnement, clairement. Et tout de suite après mes études, j'ai lancé ma première boîte, qui était du conseil. C'était avant l'Internet. Et très vite après... Du conseil en entreprise. C'était le prolongement de ce qu'on faisait dans les jeunes entreprises, c'était des études de marché pour les entreprises. Et on était 3. On avait 24 ans. Et c'était un pari de vendre... 2 autres Français. 2 autres Français, de mes collègues d'école de commerce. Et puis on allait au rendez-vous dans des grosses boîtes corporate. Et on disait qu'on était un cabinet de conseil, que nous on était les juniors, et que derrière il y avait des seniors, il n'y avait personne derrière. Et on leur vendait des études de marché, généralement quantitatives. Et la partie terrain, on la sous-traitait aux juniors entreprises qu'on connaissait bien. C'est assez marrant. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ça fonctionnait plutôt pas mal d'ailleurs. À notre grande surprise. Ce qui nous inquiétait aussi, parce qu'on rentrait tellement facilement dans des entreprises, on s'est dit on peut en sortir aussi facilement, puisque c'est une relation personnelle, etc. Et d'autres gens peuvent venir derrière nous, comme nous on l'a fait, et prendre entre guillemets notre place. Mais ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Et ça, c'était à la même époque où je suis revenu en Roumanie pour voir la Roumanie, où j'avais grandi. Donc on parle de 95. En vacances. Ouais. Vous aviez encore des parents ici? J'avais encore de la famille. Ouais, j'avais encore un peu de famille. Vous n'aviez pas vu depuis... Alors, mis à part mes grands-mères qui, elles, venaient en France assez régulièrement, les autres, je ne les avais pas vus depuis 80. Ouais, exactement. D'accord. J'étais revenu en Roumanie en 95 juste pour voir où j'avais grandi, avec aucune intention autre que... À Bucarest. À Bucarest, de revoir les lieux de mon enfance. Et après, qu'est-ce qui s'est passé avec toujours ces deux compères? Non, pas du tout. Deux autres compères. Deux autres. J'ai changé de compère. Au début de l'Internet, on a monté une boîte, une autre boîte, qui s'appelait Voyager moins cher. Ça, c'était avec de l'école également? Pas du tout. Non, c'est deux amis que j'ai débauchés. C'était des amis, d'anciens amis, que j'ai débauchés, entre guillemets. Il faut se remettre dans le contexte, fin des années 90, tous les cadres, on va dire jeunes, cherchaient un business plan pour faire une start-up et arrêter de bosser dans une grosse boîte et monter une start-up et devenir milliardaire. Ça, c'était l'idée de base. C'était le début du financement, il y avait vraiment de l'argent, des fonds investissaient. Et donc j'en ai débauché 2, ce qui n'était pas très compliqué, sincèrement, et parce que... Mais vous aviez déjà des fonds pour les débaucher? Non, j'avais aucun fonds pour le débaucher. Non. Moi, j'avais une idée. Je suis allé voir en disant, j'ai une idée, est-ce que vous venez avec moi? C'est parti comme ça, 0 fonds. Mais pour eux, c'était impliquant, puisqu'ils quittaient un boulot avec un salaire. L'un dans un cabinet d'audit, l'autre chez Warner. Donc, c'était impliquant de quitter son boulot. Pour eux, c'était beaucoup plus impliquant que pour moi, qui était déjà entrepreneur et qui savait gagner ma vie. Et donc, on s'est lancé à 3 sur une société qui était un comparateur d'offres de voyage sur Internet. Voyager moins cher. Ouais, Voyager moins cher. Enfin, bien connu qui en France. S'est bien développé, connu. C'était l'un des premiers, je crois. C'était un des premiers, ce qui n'est pas facile d'être le seul, mais très vite, il y en a eu d'autres. Mais on était le leader et on l'a développé pendant une dizaine d'années avant de le revendre. D'accord. Et on gagnait énormément d'argent. À 3. On était 3 au début, 3 à la fin. Donc vous vous dédiez exclusivement à voyager moins cher. À l'époque, vous aviez d'autres affaires. Non. Au bout de 2 ans, pratiquement, on a commencé à se payer et ne plus mourir de faim. Et ensuite, on a commencé à vraiment bien gagner notre vie. Et à recruter. Non, on n'a pas eu besoin. On a commencé à 3, on a fini à 3. Ça, c'était la magie du modèle. Mais comment vous faisiez pour gérer toutes les offres, les clients à 3?
Les clients, les utilisateurs étaient... Alors, comment ça fonctionnait exactement, voyager moins cher? C'est ça l'astuce, c'est que les utilisateurs du site internet étaient des gens qui voulaient partir en vacances. Donc ils venaient chez nous pour avoir accès à toutes les offres du marché, à pouvoir comparer les prix, en gros. Et pas simplement les billets d'avion, aussi les hôtels. Pas seulement les billets d'avion, aussi les hôtels, aussi les séjours, ce qui n'est pas facile. Donc nous, on avait en gros une base de données qui renvoyait vers les offres de tous nos partenaires. Donc on avait créé une base de données avec toutes les offres du marché. Donc il y avait un petit boulot de mise à jour régulière au départ, mais ensuite tous étaient des partenaires, donc tous nous aidaient à mettre à jour la base de données chez nous. Ils prenaient une commission sur... et nous, on prenait une commission. Oui. Alors, c'était toute la complication du modèle. Au début, on voulait prendre une commission. Rapidement, on s'est rendu compte que c'était difficile à suivre. Il y avait de la déperdition. Quelqu'un venait chez nous, il allait chez Promo Vacances, mais ensuite Promo Vacances le prenait au téléphone et sortait du système. Donc, assez rapidement, on a inventé, avant Google, le système au clic. Donc, en fait, on s'est rendu compte que nos partenaires étaient très heureux, gagnaient très bien leur vie. Et donc, on leur a dit, on arrête le commissionnement. Nous, on vous envoie 1000 personnes par mois et vous nous donnez tant par clic. On n'a pas eu l'idée géniale de mettre aux enchères les clics, comme l'a fait Google peu de temps après. Google n'existait pas quand on s'est lancé. Mais le système marchait très bien. Et donc, l'avantage, c'est que nous, le volume, donc les gens qui venaient sur notre site, n'impactaient pas du tout notre activité. En back-office, puisque c'est pas nous qui vendions les voyages. Donc nous, on devait faire emmener le maximum de gens sur le site, mais ensuite, on était toujours 3, et on n'avait pas besoin d'être plus que 3. Vous comptabilisiez les clics, et voilà. On comptait les clics en fin de mois, on envoyait les factures, et tout le monde était très heureux. Il y avait une relation commerciale avec les partenaires, ils étaient... Il y avait déjà la technique et la technologie du clic, c'était aux prémices de... Oui, c'était les prémices. C'était juste après la période... les plus jeunes ne savent même pas ce que c'est, des bannières, des modèles publicitaires, on affichait des bannières. Et succès ultime, c'est quand les gens cliquaient sur la bannière. Mais chez nous, les gens venaient forcément pour chercher un voyage, ils n'avaient rien d'autre à faire que chercher un voyage, donc ils cliquaient sur les voyages pour les lire, pour voir tel séjour au Maroc chez tel prestataire, etc. Donc le système, une fois mis en place, tournait bien. Et on l'a développé... pendant pratiquement 10 ans, avant de le revendre. Et vous l'avez revendu? Et on l'a revendu à Presse Ministère, qui était lui aussi, n'était plus une start-up, c'était une grosse boîte, qui était le concurrent de eBay à l'époque en France, qui n'avait pas de section voyage, on va dire, même si c'était du B2C, nous c'était plutôt du B2B2C, mais ils nous ont racheté à un très bon prix. C'était l'objectif dès le départ, de toute façon, de revendre? Oui. Ah. Oui. Il y avait tout un parcours intellectuel qui était on lève de l'argent, on monte la boîte et on essaye de la développer et de la revendre. Dans les startups de l'époque, personne partait en disant je vais monter une boîte pour la transmettre à mes enfants. Et ça n'a pas été le cas. D'accord, ouais. Alors, comme je le disais en introduction, depuis vous avez investi dans pas mal de médias notamment, et vous êtes l'un des dirigeants du journal Le Nouvel Économiste en France. Comment définiriez-vous ce titre et comment se porte-t-il? Alors, c'est le plus ancien titre indépendant économique en France, dans le sens où les actionnaires sont de nombreuses personnes physiques et que nous ne dépendons pas d'une autre grosse activité. On ne vend pas des avions à côté, on n'est pas le Figaro, on n'a pas de gens très riches dans notre capital et on est les plus anciens. C'est un hebdo. Quand vous dites que vous êtes les plus anciens, en journal économique hebdo, on a 50 ans d'existence. D'accord. Et indépendant, on est le seul de cet âge-là, on va dire. C'est un journal qui est CSP++. En langage... ça veut dire courant, que les lecteurs sont au-dessus des 5% de la population en termes de revenus. C'est pas le meilleur
c'est pas le meilleur critère, s'appeler au publicitaire, mais c'est plutôt en termes intellectuels. Nous sommes on analyse, on diffuse des idées. On n'est pas du tout dans l'actualité immédiate. Vous n'êtes pas les échos, quoi. Non, on n'est pas les échos. Non. On est plus dans l'analyse. Et la meilleure preuve, c'est que nous avons une partie du contenu que nous fabriquons, bien évidemment avec des journalistes, et nous avons une partie du contenu qui est pris à The Economist et au Financial Times. Donc, vous avez un accord avec... On a l'accord. Alors, eux, ils sont très bien équipés pour ça, puisqu'ils ont des accords de syndication. Et on a un accord avec eux pour effectivement prendre du contenu chez eux, le traduire et le mettre dans le Nouvel Économiste. C'est clairement siglé que ça vient de The Economist. Ça donne un peu une idée du niveau du journal. Quel est votre concurrent Quels sont vos concurrents en France? Challenge. C'est une liste sans fin. Non, pour nous, non. C'est très compliqué de... Alors nous, on a la particularité d'être un hebdo en papier. En papier. Papier, d'ailleurs, saumon. Ça ressemble plus au Financial Times ou bien au supplément du Figaro saumon. Ce qui nous met un peu dans une autre catégorie des magazines hebdo classiques dont on tourne des pages un peu vernies. Aujourd'hui, la quantité d'informations est telle que notre concurrence est tout. Je dirais. Bien évidemment, sans doute plus les échos ou des suppléments de qualité que l'Express ou Challenge, mais on se rejoint. Vous tirez à combien d'exemplaires? Alors aujourd'hui, on continue à tirer quelques milliers d'exemplaires papier. Oui, mais parce que votre site, c'est sur votre site qui fonctionne, qui est très bien fait d'ailleurs. C'est l'Internet qui fonctionne aujourd'hui, clairement. On continue à faire du papier, notamment parce qu'on a des accords avec des salons où on doit livrer physiquement du papier. Et il y a des gens aussi qui aiment bien avoir encore le papier. Mais tout se passe sur Internet aujourd'hui, très clairement. Ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'on a un format aussi d'articles plutôt longs, qui ne sont pas toujours adaptés à l'Internet. Mais bon, il n'y a pas d'autre direction possible. Nous, le numérique, on l'a intégré parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc d'orientation plutôt centre-droit, vous diriez ça? Oui. Oui, clairement. On a une ligne éditoriale très assumée. C'est pas alternative économique. Ah non, c'est pas alternative économique. Non, clairement non. Non, on est vraiment dans le centre droit. Mais je dirais qu'on est en toute modestie égale par ailleurs, c'est pas moi qui écris, mais on est dans l'intelligence. Également. Ça m'arrive d'écrire, mais rarement. Mais on est dans le bon sens et l'intelligence des idées. Et on est prêt à aller le plus loin possible pour comprendre comment ça fonctionne et décortiquer des vrais sujets. Est-ce que vous diriez que vous êtes davantage proche de The Economist ou Financial Times, qui, ma façon de juger ces deux titres, de Financial Times, qui est un petit peu plus proche d'une certaine social-démocratie plutôt que de The Economist, non? Sans doute The Economist. D'accord. On a aussi cette proximité du nom qui parfois est à notre avantage. Bon, si on nous prend, si on nous assimile d'une quelconque manière à The Economist, on assume, il n'y a pas de problème. Qu'ils ont quand même des succès incroyables, des journaux qui montrent que la presse peut gagner de l'argent. À partir du moment où c'est de qualité. Ça suffit pas, mais et puis eux ils sont anglo-saxons, donc worldwide. Et pour répondre à votre seconde question, on est à l'équilibre aujourd'hui, ce n'est pas facile. On a des challenges tout le temps. Combien de journalistes? Vous êtes une équipe de... On est peu de journalistes en interne. Il y a 4 journalistes en interne, mais on a des pigistes avec lesquels on travaille. On a le contenu de The Economist et Financial Times dans lequel on peut piocher. En pourcentage, qui prennent combien du contenu? Ça dépend des numéros, mais on est quelque part à 20-30% du contenu, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est les journalistes qui traduisent ou vous avez... Non, c'est en interne. On fait pas non, c'est nous en interne. D'accord. Et donc on est à l'équilibre, mais c'est un exercice compliqué.
Aujourd'hui, il faudrait remettre d'autres briques autour pour continuer de se développer autour de la marque. Parce que l'équilibre est compliqué. On est sorti du Covid. On a un PGE à rembourser, un prêt d'État. Ça pèse. Ça pèse énormément. Vous avez investi dans d'autres médias en France ou en Belgique ? Ou aujourd'hui, vous avez que l'Économiste ? Que Nouvel Économiste. Ouais. Alors revenons un petit peu à la Roumanie. Vous avez soutenu un temps une belle aventure éditoriale, la revue Dor de Revista, qui n'existe malheureusement plus, si je ne me trompe pas. Alors, qui faisait du journalisme narratif, on appelle ça comme ça, et de beaux articles de société, avec une plume assez subjective, on va dire. Vous êtes d'accord pour dire ça ? Complètement, avec des formats très longs, tout à fait. Alors, qu'en avez-vous retenu et avez-vous l'intention de continuer à investir en Roumanie dans les médias ou pas nécessairement ? Alors, d'abord, c'est un soutien que j'avais apporté et non pas un investissement. D'abord, parce qu'eux-mêmes n'étaient pas une société. Ils étaient dans une forme juridique associative. Moi, mon analyse à l'époque, elle n'a pas changé. C'est qu'il y a une demande pour de la qualité en Roumanie. Dans tous les secteurs, mais dans le secteur de la presse notamment, il y a une demande. On le voit avec des sites comme Recorder, par exemple, d'investigation qui marchent très fort. Qui fonctionnent très bien et qui occupent une place incroyable. Effectivement, on est plus passé de l'écrit vers des choses plus faciles comme la vidéo, plus faciles du côté utilisateur, ou bien des formats très courts. Mais un besoin de qualité, il est là. Et je pense que les Roumains, ils le ressentent tout de suite. L'état de la presse en Roumanie est compliqué parce que tous les médias traditionnels de l'époque ont disparu. Tout se passe sur Internet. Il n'y a plus de kiosques dans Bucarest. Donc il n'y a plus de journaux papier. Et ça pose un problème. Ça pose un problème qu'on rentre dans les sujets politiques. Il reste quelques hebdomadaires, mais plutôt culturels, comme dit le Maveké, Observatoire Cultural, qui sont aussi... Qui remplissent leur rôle parfaitement. Belle qualité. Absolument. Mais l'exercice là ici est compliqué, parce qu'en termes de business model, c'est devenu très compliqué. Un peu comme partout, en fait. Comme partout, non, mais ce sont des exceptions. The Economist ou Financial Times, et si, parce qu'ils sont worldwide, et ils sont en anglais. Mais quand on rentre dans chaque pays, ou bien il y a des pays encore où traditionnellement la presse est très lue, comme l'Italie, mais le modèle est compliqué. Le modèle est compliqué, il faut rajouter d'autres briques autour de la marque, ce que Dor avait commencé à faire en Roumanie. Ils faisaient des événements qui étaient très bien. J'ai beaucoup regretté qu'ils aient disparu, mais c'était une belle aventure. Je suis certain que d'autres choses vont émerger à un moment donné. Le format long n'est pas facile, mais il avait un public, clairement. Et dans un format long, on peut vraiment aller au fond de certains sujets, ce qu'on ne peut pas dans un journal classique. Alors parlons un petit peu de politique, parce que je sais que ça c'est un sujet qui vous passionne également beaucoup. Depuis, je ne pense pas que vous étiez à Bucarest à ce moment-là, vous étiez peut-être à Bruxelles ou à Paris, je ne sais pas, mais comment vous avez vécu la récente élection présidentielle d'abord, et puis êtes-vous optimiste pour la suite ? Je l'ai vécu avec beaucoup d'angoisse, parce que, comme une grande majorité des Roumains, le résultat a été bon. En dehors du contexte, je ne suis pas sûr qu'on ait jamais eu un président aussi intelligent en Roumanie dans les dernières décennies. Intellectuellement, je parle. Donc, c'est une très belle surprise. On est passé près de la catastrophe pour moi. Beaucoup de gens se sont rendus compte d'ailleurs. C'est pour ça que beaucoup de Roumains se sont mobilisés et même des gens qui ne votaient pas avant sont sortis voter. Je compare ça un peu avec l'Air France de 90 et quelques, quand Jean-Marie Le Pen était arrivé au second tour, où là les Français sont vraiment mobilisés. Donc, je suis enthousiaste du résultat.
deux du personnage qui est Nico Sholdan qui doit délivrer maintenant, et je pense qu'il en a conscience. Il a 5 ans devant lui pour que les changements qui vont influer se voient et se retournent dans la vie de tous les jours. Sinon, dans 5 ans, on va avoir un autre mur, ça c'est clair. On n'aura peut-être pas un Georgescu, pas un Simeone, mais la relève est là, je ne suis pas très inquiet. Donc de ce point de vue-là, je suis très enthousiaste. Et les hasards de la vie font que Nico Sholdan, c'est quelqu'un que j'avais soutenu il y a plus de 10 ans. La première fois qu'il s'était présenté à la mairie de Bucarest, qu'il avait perdu. Donc je le suivais depuis longtemps parce que je trouve son engagement au départ hors politique, mais c'est de la politique aussi, hein, quand on commence à se battre avec le politique, était fantastique. La société civile avec Union Sauvée Bucarest puis Union Sauvée Roumanie. Ouais. Aujourd'hui, il y a une vraie force de la société civile qui s'est réveillée. Il y a 10 ans, il était très novateur là-dessus. Et pareil, c'était un gars qui aurait pu tranquillement faire sa carrière en France ou à Harvard, n'était pas obligé de venir se faire embarquer par les gendarmes pour défendre des immeubles dans Bucarest. Donc le passé parle pour lui quand même. Hein. Donc maintenant, on va voir ce qu'il va délivrer, mais c'est une bonne surprise pour la Roumanie. Et vous me disiez, en préparant cette émission, que, alors on parle évidemment de ce déficit en Roumanie, hein, de 9%, donc des indicateurs macroéconomiques un petit peu négatifs, on va dire ça, c'est un euphémisme. Mais quelque part, vous me disiez qu'il y avait une croissance, il y avait une activité, et c'est ce que dit Nico Sholdan quelque part, enfin non, c'est ce qu'il dit, il y a des choses qui vont dans le bon sens en Roumanie, encore une fois, une croissance et des grands groupes qui investissent ici, et c'est une place qui va devenir toujours plus importante. Donc quelque part, la perspective est aussi positive, il faut le dire, il ne faut pas s'arrêter à ce déficit. Non, clairement. La Roumanie n'est pas un pays aussi riche que la France, mais les chiffres fondamentaux de la Roumanie sont mauvais, mais pas du tout très mauvais. Il y a des vrais leviers pour les corriger très rapidement. Je veux dire, on en a sous le coude, hein, si on veut. Si on compare avec la France, la comparaison a ses limites, mais ici, réduire le nombre de fonctionnaires, c'est facile. En France, c'est pratiquement impossible, pour ainsi dire. Mais ici, c'est facile, il faut le faire. C'est un levier très important. Il y a tellement il faut savoir aussi les replacer. C'est pas si évident que ça. Oui, mais je dirais, ça, c'est l'économie qui va les replacer. Des gens qui sont là parce que c'est la belle-sœur d'un tel ou le beau-frère d'un tel, ce qu'on les appelle, eux, les sinécures. Bon, ces gens-là, ils apportent rien du tout dans la fonction publique. Donc, il faut juste s'en débarrasser. C'est tant de gens que ça, vous pensez ? Je pense que la Roumanie, c'est quand même un pays, quand le gouvernement change, quand le pouvoir change, le degré de changement dans la population va jusqu'au directeur des écoles. Hein. En France, quand une majorité succède à une autre, le gouvernement change. Et c'est à peu près tout, quoi. Ici, c'est même pas les directeurs de cabinet, on parle du directeur d'école, ça descend très très bas. Donc ce sont des postes, pour ainsi dire, pratiquement politiques. Et des gens qui ne sont pas compétents, du coup, parce qu'ils sont là parce que ils ont suivi le bon gars qui a été élu. Donc ça n'a aucun sens. Donc ça, ce sont des leviers faciles à corriger en Roumanie. Les taxes qui ne sont pas très élevées, les Roumains se plaignent. Les taxes ne sont pas élevées en Roumanie, à part pour les salaires. Mais il faut vraiment récolter l'impôt mieux. Et introduire une certaine proportionnalité, vous pensez ? Oui, je pense. Quand même. Oui. Ouais, à un moment donné, oui, pour que les gens sentent. Mais, sur l'impôt, oui. Mais de l'autre côté, il faut aussi que les gens sentent qu'il y a un service qui est là. Parce que si les gens payent des impôts et ils sentent qu'il n'y a pas de service, là, chacun dit, non, moi je paye mon impôt pour rien, je vais essayer d'éluder l'impôt. Mais c'est humain, hein, c'est tout à fait normal, hein, c'est pas particulièrement roumain. Donc il y a quand même des leviers qui ne sont pas faciles, mais qui sont là. Par rapport à d'autres pays, les leviers sont là. Il y a de l'argent à prendre en Europe encore de manière correcte. Donc non, il faut sortir de ce système de plus de 30 ans mis en place par le PSD et qui est catastrophique pour le pays. Hein.
Et c'est la solution pour contrer ce dont vous parliez, c'est-à-dire l'extrémisme. C'est lié. Je pense que c'est lié à ça. C'est lié à ça. Il faut quand même faire très attention. Dimanche dernier, en Pologne, c'est quand même le nationaliste qui a été élu. Et l'économie en Pologne est booming. Tout va très bien. Le niveau de vie d'un Polonais est corrigé. Vous avez été surpris qu'il soit élu? Oui. Alors, précisément parce que voilà, ça va socio-économiquement plutôt bien. Souvent, c'est lié à un problème économique. C'est pas le cas en Pologne. Ils ont un problème, visiblement, ce que j'ai compris, d'immigration important, que nous, on ne mesure pas. Nous, comme Français, on a un problème d'immigration dont on peut discuter. Et ils ont un problème d'immigration d'Ukrainiens. Donc, apparemment, beaucoup de gens n'acceptent plus le flux qui a été incroyable d'Ukrainiens. À équivalent de la France, je crois que c'est 40 fois l'immigration qui est en France. Mais pourtant, ils se sont toujours bien entendus. D'ailleurs, ils ont partagé le même territoire, la Pologne et l'Ukraine. Ouais. Ils sont entendus, mais du jour au lendemain, à équivalent en France, c'est 40 fois l'immigration qui est arrivée d'un coup en Pologne. Donc, ça se ressent sur plein de choses. Ça a été l'un des facteurs qui... Même si, apparemment, c'est ça qui a énormément joué. L'économie va très bien. Hein. Ils vivent vraiment très bien. Ils ne sont pas en situation d'échec comme une partie des Roumains qui ont voté pour Aur, qui ont des vrais problèmes qu'il faut résoudre, et qui ont des vrais problèmes économiques, ou qui souffrent à l'extérieur et qui triment, parce qu'ici, ils n'ont pas trouvé leur place. Donc, oui, il faut, sur les 5 prochaines années, faire tout pour que, ici, économiquement, les gens voient la différence. Les services rendus par l'État, dans le quotidien, ils doivent le voir physiquement, pour s'éloigner un peu de ces charlatans qui promettent tout et rien, mais il n'y a rien derrière. Enfin, derrière, souvent il y a la Russie derrière. Ouais. Et c'est ce que vous dites me rappelle ce que nous disait la politologue Raluca Alexandrescu, qu'on a interviewé récemment pour une fois. Il faut faire de la bonne politique pour une fois. Ouais. Hein. Et il faut communiquer aussi dessus. On a souvent reproché à Nico Scholdan de ne pas être un gros communicant. Ok, c'est pas un gros communicant, mais il y a autour de lui des gens qui savent communiquer. Oui, il faut le faire et le faire savoir ensuite. Ouais. C'est important, très important. Question plus légère, mais pas tant que ça. Pourquoi aimez-vous Bucarest ? D'abord, j'ai pas le choix, je suis né ici, donc c'est une fatalité. Hein. Voilà, des gens comme vous qui sont pas nés ici, qui viennent. La question est encore plus intéressante, je pourrais vous la retourner. Il y a beaucoup de Bucarestois qui critiquent la ville. Oui, mais comme les Français qui critiquent la France. Rien n'est parfait. Bucarest est loin d'être parfait. Hein. Il y a un dynamisme à Bucarest que je trouve extraordinaire. Il y a des gens extraordinaires. Il y a souvent des histoires extraordinaires aussi. Les gens ont des histoires personnelles qu'on retrouve pas ailleurs. Moi, mon niveau, quand je raconte mon histoire des Français, ils sont toujours très interloqués. Moi, ça me semble normal, c'est ma vie. Et mon histoire n'est pas du tout extraordinaire par rapport aux Ukrainiens qui ont quitté leur pays il y a 3 ans, dans des conditions bien pires. Mais non, mais il y a un dynamisme à Bucarest, il y a une joie de vivre, je trouve, une légèreté, avec toute la complication, avec le trafic, avec plein de choses compliquées. Avec plein vous ressentez une joie de vivre ? Les gens s'amusent, je trouve. Ils ont gardé ce côté un peu fataliste, je pense. Alors aujourd'hui, c'est pas comme il y a 20 ans, où ils vivaient du jour au jour, du mois le mois. Mais à la fin du mois, l'argent qui restait, ils allaient au restaurant avec. Et il y a un peu toujours ça. Le mois d'après. Alors c'est beaucoup plus organisé, parce qu'on sait maintenant le mois d'après de quoi on va vivre. Mais je trouve qu'ils continuent à s'amuser, à sortir, à essayer de profiter des choses. Ouais. C'est pas l'ambiance que j'ai pas connue entre les 2 guerres, mais on sent qu'ils ont envie de vivre. Les restaurants sont pleins. Il y a des restaurants incroyables à Bucarest, et pas seulement à Bucarest d'ailleurs. Ils sont pleins. Si on n'a pas réservé le jeudi, vendredi, on n'a pas où aller. C'est un phénomène intéressant quand même. Hein, parce que, il y a 15 ans, on vient de loin. Hein. Donc, non, il y a quelque chose de très agréable à Bucarest, et pas seulement à Bucarest, hein, parce que ce que je dis souvent à mes amis étrangers qui ne connaissent pas la Roumanie, Bucarest, c'est sympa, mais c'est le pire. Il y a d'autres villes extraordinaires en Roumanie, et d'autres lieux hors des villes qui sont extraordinaires.
Donc non, moi j'aime bien. Il y a longtemps, je venais à Bucarest et je disais, j'ai deux grandes joies, quand je viens à Bucarest et quand je repars de Bucarest. Parce que c'était quand même fatigant, usant, il fallait se battre sur tout. Sincèrement, ça a beaucoup changé. Je viens avec joie à Bucarest et je suis toujours triste de repartir. Donc ça a beaucoup changé. Et Paris, Bruxelles, comment vous vivez ces deux villes? Elles sont différentes, évidemment. Ouais, elles sont très différentes. Bruxelles, c'est très agréable à vivre au quotidien parce que on peut se permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre à Paris. C'est-à-dire? Avoir une maison avec un jardin en centre-ville. Et ça, quand on a les enfants, c'est un plus énorme. Et Paris, moi, j'y vais une fois tous les 10 jours. C'est une ville qui est tellement belle. Je reste un touriste. Hein. Je prends des photos de la Tour Eiffel à chaque fois que j'y passe. Mais pareil, au quotidien, qui est compliqué à vivre. Hein. La vie à Paris est devenue vraiment compliquée. Les Parisiens sont épouvantables. Hein. J'en faisais partie. Donc, je suis parti, mais... Quand on vient de Bruxelles à Paris, on se dit mais pourquoi les gens ils font la gueule, pourquoi ils sont agressifs C'est vraiment vrai, ça. Non, c'est vraiment vrai. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent physiquement. Moi, ça me pèse physiquement. À Bruxelles, c'est moins le cas? Beaucoup moins le cas. Les gens sont beaucoup plus détendus, plus ouverts. Oui, clairement oui. Sachant que j'ai grandi, que j'étais parisien il y a quelques années, mais je rentre quand même chez moi hein, quand je vais à Paris. Mais la ville est tellement belle qu'on oublie tout. Le trafic, c'est devenu monstrueux. Mais heureusement, c'est petit, donc on peut bouger en vélo. Il y a des touristes partout. Bon, ça, c'est le côté... il faut faire avec. Hein. Ça fait vivre la ville. Se déplacer en vélo, quand même, c'est beaucoup mieux qu'avant, non? Beaucoup mieux qu'avant, ouais. Honnêtement, c'est devenu... Il y a des travaux toujours, mais il y a un côté positif aussi de ce qu'a fait la maire Anne Hidalgo. Sincèrement, moi qui ai toujours été un grand critique d'Hidalgo, oui, au niveau, par exemple, circulation, si on est en voiture, c'est un drame. Si on est obligé de prendre la voiture, c'est un drame. Et parfois, on doit prendre la voiture, hein, parce que le vélo, ça, c'est limite. Hein. S'il pleut très fort, si on a un enfant, il y a plein de choses. Mais quand on sort de ces contraintes, c'est quand même très agréable. Il y a des voies vélo, c'est vraiment très agréable. Les Parisiens ont découvert qu'il y avait des vélos, donc ils commencent à conduire différemment. De toute façon, ils ne peuvent pas aller très vite. Hein, en voiture, on est bloqué, donc on ne peut pas vraiment tuer quelqu'un à vélo, il faut vraiment s'y mettre. Hein. Donc non, la ville a beaucoup changé. Je pense que les Jeux Olympiques aussi ont beaucoup changé la physionomie de la ville. Les Parisiens, pour moi, restent épouvantables. Mais c'est un paquet, je pense. Voilà, c'est comme ça. Les Bucarestois, ils sont comment? Je vis dans une bulle quand je viens ici, donc les gens que je fréquente sont incroyables. Et globalement, les Roumains sont sympas. Comme peuple, on est sympa, on n'est pas très bagarreur. Il y a beaucoup de différences entre un Roumain de Constanța ou de Cluj, mais globalement, on est très sympa, on n'est pas bagarreur, on est très latin, on peut crier, mais ça s'arrête là. Donc, globalement, c'est très sympa. Les Roumains sont globalement sympas, je pense. D'accord. Alexandre Almagianu, on va s'arrêter là hein, sur cette belle phrase. Les Roumains sont très sympas. Oui, j'ai pas trop d'objectifs parce que je suis roumain. Donc, merci pour votre accueil. Je le confirme. Et merci, c'était la deuxième fois que vous veniez au micro du soir. Il y avait quelques années que je ne vous avais pas invité. Donc, merci beaucoup et bonne continuation à Bucarest, à Bruxelles et à Paris. Merci beaucoup. À très bientôt. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Nous vous souhaitons un bon week-end plein coude. Soyez prudents sur les routes, comme d'habitude, si vous prenez la voiture. À bientôt. Au revoir.